Ce tombeau est une métropole lumineuse où chaque homme qui marche est une fleur tropicale. Ce tombeau bâille et somnole dans les bras du temps. Il est logé et solarium de la présence imperceptible, racine primordiale de l'arbre dont je suis le fruit. Ce tombeau esquisse mon malaise et m'apprend à peindre la lumière qui me manque. Ce tombeau est le temple où chaque mot prononcé se déverse comme une offrande de vin de palme dans le ventre de l'aïeul. Ce tombeau est mon musée, ma vétuste banque d'une monnaie jamais dévaluée. Et je dis, venez à moi, esprit d'Éléontus, venez par le souffle conjugué du pavé mosaïque, venez par le silence des nymphéas et des sambicus, venez amplitrum, exilopias par l'écho frétillant qui revient des montagnes de Yamba. Venez par éclosion de lunaire qui font de la trajectoire de l'oiseau qui passe un poème rustique. Venez par le feu, par la pluie, par l'irrémédiable tourbillon qui frissonne dans l'abdomen du vent. J'aime l'étoile qui rêve aux confins du jour. J'aime remplir d'illumination rose la voyance du pollen. J'aime le surplus de foi que toute communication dispense sur les sillages du chemin. J'aime de mes ancêtres cette parole triomphante qui affirme que le rêve est le père des anges. J'aime l'irrévocable verbe lapidé sur la mélancolie humaine. J'aime l'aurore des goélettes dématées. J'aime les orchidées bâtisseuses des lendemains insolites. J'aime les bonheurs coloriés où resplendissent des bulles d'eau savonneuse. J'aime la transhumance franche harmonique. J'aime le blues qui édicte des mesures barrières à petite commotion de poutre. Je me parcours de bout en bout pour décrypter un matin une promesse en opposition de mes veines traquées. Je lis simplement pourquoi vous écrivez. Je vais lire un petit morceau de ce que vous avez dit. Écrire est mon alliance avec la feuille. Écrire, c'est dévoiler au monde les forteresses de l'intime. Écrire, c'est nommer les couleurs de la vie. La poésie se veut retranscription pénétrante des bonheurs et des vertiges qui orbitent le cœur vivant du monde. C'est très fort. Ce texte que vous partagez avec nous sur le Congo, cette patrie de blessures et de rêves. Je vous appelle l'homme qui crie sa douleur et qui exprime sa vérité à travers la poésie. Cet amour pour le Congo. Vous parlez de Muyonzi, vous parlez de votre maman, mais en poésie, vous racontez votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Cette blessure, est-elle plus forte que le rêve? Merci pour la parole. Cette patrie de blessures et de rêves. Je commence par dire que je ne suis pas un poète du bonheur, comme l'a été Jean d'Ormesson, qui se lève le matin et qui se promène dans son jardin pour admirer les fleurs. Je suis un poète de l'urgence. Vous vous levez le matin, vous êtes salué par des coups de feu. Vous marchez dans la ville. Il y a la misère qui chuchote à vos oreilles. La souffrance. La multitude de problèmes qui esquintent l'existence. C'est révoltant quand on sait que ce sont des aspérités de la vie créées par l'homme lui-même. Dieu a donné la vie à l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu a inventé la vie. Et l'homme, en rebelle,
vient déconstruire ce que Dieu a eu à construire. Cette patrie de blessures et de rêves est un choc émotionnel pour moi. Comment? J'ai été déclenché par la traversée de la Méditerranée. Quand je vois à la télévision des pirogues, des canaux qui se noient, des multitudes d'Africains qui croient aller découvrir, rencontrer le bonheur, une meilleure vie dans l'autre ailleurs qui est l'Occident. Mais je me suis interrogé, pourquoi ces jeunes fuient-ils? Pourquoi il y a toute une jeunesse, tout un peuple qui déserte sa patrie natale pour l'ailleurs? Césaire avait écrit Cahier d'un retour au pays natal. Mais je peux dire, comme l'a écrit un collègue poète de mon pays, Cahier d'un départ du pays fatal. Le sens contraire. Pourquoi on fuit nos pays? Pourquoi on fuit nos patries? C'est parce que dans beaucoup de pays africains, il y a une espèce de culture, de déconstruction de la vie. La politique est la force motrice du destin d'un peuple, du destin des peuples. Et quand la politique boitille, quand la politique déglingue, tout le système de l'existence se met à déglinguer avec elle. Comment nous nous aimons? Il y a donc autant de... Comment je peux appeler ça? Disons tout simplement aspérité. Disons aspérité, qui font que ces jeunes partent. Mais ça me révolte. Quand on arrive de l'autre côté de l'Occident, il y a toute une théorie, toute une culture du dédainement. Et moi, je me dis, mais vous aussi, les Occidentaux, mais vous n'avez pas besoin de refouler les Africains. Le désordre chez nous, dans notre continent, c'est vous qui êtes aussi venu le créer. Et donc, nous, on vient habiter chez vous. Et par-delà cette ossature, j'ai retracé mon enfance, ma mère, qui était une vendeuse, une nouvelle femme divorcée, qui passait son temps dans le marché de Mouyanzi pour assurer notre viatique. Ce sont des souvenirs qui m'habitent. Et le poème qui vient d'être lu, c'est le tombeau de mon grand-père. Quand j'arrive, et je l'invoque, parce que je porte le nom de ce même grand-père. Et après, au-delà de tout, on ne désespère pas. Cette patrie de blessures, la blessure, c'est ce que nous offre cette époque dans tout ce qu'elle a de négativité. Mais nous rêvons
Je me permets de rêver. Je me permets d'accéder à l'espoir. J'espère, parce que je crois au continent africain. Je crois que l'Afrique sera le continent de l'avenir. Nous fûmes les fils aînés du monde avec la civilisation égyptienne, civilisation qui a servi de lieu de ressourcement aux autres civilisations qui ont bâti leur puissance. Et j'ai foi que demain, l'Afrique qui a commencé à se lever se lèvera davantage. Je me permets de rêver parce que le rêve, c'est la racine de notre avenir. Oh, merci, magnifique. Beaucoup d'émotions dans ce poème. Alain, Oui, Nabou. qu'est-ce que tu as envie de dire à l'auteur? Ben, je partage sa douleur. Moi, j'ai lu son texte, cette patrie de blessures et de rêves, et j'ai vu la blessure de la langue, la blessure de la langue dans la surutilisation des procédés stylistiques de l'anaphore, de la répétition, et de ce pronom « je » que l'auteur a, comme pour me reprendre un peu, a surutilisé, au point où j'ai écrit le démiurge des mots, parce qu'il y a une sorte d'incarnation, du poète qui, à force d'endosser les mots de son peuple, des mots MAUX de son peuple à travers ces mots MOTS, devient lui-même une sorte d'incarnation. Voilà, une sorte d'incarnation. Donc c'est ce que j'ai noté. J'ai noté aussi comment ce qui devait être une conjonction, donc quelque chose qui joint, devient une disjonction. Quelque chose qui divise, qui sépare, qui éloigne, qui détruit, qui tue. Et ça aussi, ça transparaît dans le texte. Et je parlais de martèlement, une sorte de martèlement de la colère à travers donc l'usage surabondant de la répétition, des formules anaphoriques et de ce jeu qui est présent dans tout le texte. C'est un jeu obsessionnel. Je cherchais le mot. C'est un jeu obsessionnel. Voilà, donc c'est juste pour broder un peu sur ce que vous avez dit, pour dire que le texte ne dit pas autre chose quand on le lit. Il est vraiment en résonance avec à la fois le vécu et le survécu du poète. Si je peux renchérir. Et pour renchérir, je suis complètement d'avis avec Alain Tailly et j'ai écrit exactement la même chose. Votre douleur s'entend. Vos mots portent le poids de vos souffrances. La gravité de votre voix trahit les douleurs intérieures enfouies. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, qu'il a porté en lui et incarné les douleurs justement et les maux de son peuple. Et vous avez parlé aussi d'espoir. Et cela m'amène à me poser la question suivante. Est-ce que vous diriez, déjà Nabou vous définit comme un écrivain révolté ou qui se révolte contre la société, je dirais de vous que vous êtes un écrivain engagé. Diriez-vous que vos écrits ont fait une différence dans le sens de mettre fin justement aux mots que vous dénoncez? Oui, je suis un écrivain engagé. 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 Je suis
Je commencerai par dire que je n'écris pas avec les idées. J'écris avec les mots. Quand je parle de la nuit, je fais intervenir les images liées à la nuit. Et à ce moment, on rencontre des mots comme l'ombre, comme lune. Même les oiseaux que je cite, que je chante, sont des oiseaux liés à la vie nocturne. Donc j'adhère à l'univers que je décris. L'univers qui compose mon chant. Je vais répondre, je vais cumuler aux deux préoccupations. Le jeu, oui. On dit souvent que le moi est haïssable. Je dis non. En poésie, le moi est une force. Le moi est une puissance. Et le moi n'est pas forcément singulier. Le moi du poète est un moi pluriel. Le poète porte la douleur de son peuple. Le poète devient le porte-étendard, la voix, comme le disait Césaire, la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Il y en a qui ne peuvent pas, qui sont en train de geindre dans la misère et qui n'ont pas de parole. Et moi, en tant que poète, je fais mienne cette douleur qui se densifie en moi et revient sous forme de vers. Poète, je tiens compte, je suis à la recherche de l'identité brûlée par certaines modernités. Poète, je me considère comme un procureur des mots. Je vais devant une geôle qui est le dictionnaire. Avec ma liste, j'appelle tel mot dehors, tel mot dehors, tel mot dehors. Bon, les autres mots restent là. Je viendrai vous délivrer la prochaine fois. Et voilà pourquoi il y a une densité de mots. Mais justement, les mots, si on ne les utilise pas, ça va faire de nos langues des langues mortes. Il faut les utiliser. Voilà pourquoi je suis dense aux mots. Les images, évidemment, on ne peut pas. La poésie, qui est mon genre de prédilection, se repose sur un triptyque, c'est-à-dire, je parle de mots qui me renvoient à des univers. À travers les mots, je nomme les choses, je nomme les situations, je nomme les désastres, je nomme les bonheurs. Je nomme mon pays, je nomme mon village, je nomme mes sentiments. Et l'image, j'emploie l'image. Et la répétition participe à la construction du chant poétique. La poésie est chant. Et dans le chant, on a parfois besoin de revenir. Ça fait de la musicalité. Merci beaucoup. Je vais conclure. Merci pour cette session. C'était tellement intéressant Nelly n'arrête pas de me faire des signes. Moi, j'ai envie encore d'écouter. Mais je vais juste dire quand même aux personnes qui sont là que dans ce poème, il n'y a pas que le Congo. Il y a Sankara, on parle de Che Guevara, on parle de Martin Luther King, on parle de George Floyd. Ce sont des révoltés, des révolutionnaires. Ce sont des cris du cœur. Et on décrit la femme ébène comme une muse absolue. Ce que je n'ai pas manqué de retenir et ce pourquoi je vous remercie.
Je voudrais donner la parole, Lélie, si tu permets, à mes critiques pour conclure avec un petit mot quand même. Donc, Alain, petit mot de conclusion avant. Oui, un seul mot, c'est Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. C'est le socle de la philosophie de vie africaine. Et je crois qu'on devrait revenir à cela. Parce que l'un des malheurs de l'Afrique, c'est d'avoir opté pour le jeu singulier, le jeu égoïque et égoïste, et même égocentrique, qui a commencé par dire mon cartable à l'école primaire, mon stylo au collège, et puis mon fauteuil présidentiel lorsqu'on est élu. Donc il faut revenir à Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. Merci. Merci, Alain. Merci Nabou. Alors, vous êtes pour moi l'exemple éloquent de cette assertion que j'ai faite mienne, selon laquelle écrire est d'une violence inouïe. Écrire est violent. Écrire, coucher sur papier ses douleurs demande de l'audace, mais également le sens du partage. Écrire pour l'écrivain est un exutoire. Pour l'écrivain, certes, mais pas que pour lui, parce qu'il prête ses mots au lecteur, qui peut dans son livre ou à travers ses mots trouver les mots aux problèmes, aux mots de sa propre âme, trouver les solutions à sa propre quête, mais également trouver l'apaisement dont il a besoin. Merci beaucoup. Merci à l'auteur. Je vais vous donner un dernier mot de conclusion. Court. Oh, sinon, on va me menacer ici. Ouh, en tout cas, très belle œuvre. Un dernier mot. Je vous fais la lecture d'un texte d'espoir. La plus précieuse version du soleil. Nous inventerons des pays où les arbres sont des poèmes. Nous laverons le temps jusqu'à la dernière inondation. Ici, le sang des mots baigne les tourbes de l'existence. Ici, la lune a conservé intacte notre rugissante patience. Ici, plus aucune réverbération de moisson verte ne fume la moindre rousseur de paix divine. Nous écrirons des épîtres aux pays qui n'ont jamais su enjamber les frontières du sous-développement. Des épîtres sous les auspices des tièdes sudations ancestrales. Des épîtres aux évagations des cultures. Des épîtres à toutes les faims, à toutes les soifs. Des épîtres flammes d'un cierge où fument encore nos rêves. Nous ouvrirons les frontières qui séparent l'homme et sa conscience. Nous ferons l'inventaire de l'amour malgré le déficit de bonheur qui s'éternise dans nos contes comme un chorus d'abeilles sauvages. Viennent ces physionomies ternes qui tangent dans la plus pierreuse des conditions humaines. Viennent ces ultimes agonies du temps d'improbables inversions. Viennent druides et avalanches, le dernier aboiement des révolutions. Viennent mythes et benjoins, la noblesse des rites anciens de Memphis. Viennent l'indécise saison des ombres, où les dépressions historiques dégrossissent les mêmes ombres. Viennent le cri dans son angulaire tombée de l'aigle royal. Viennent la commisération des hautes marées de paix qui saignent sur la rouille. Viennent les emblèmes de la passion humaine par de la terre d'ensemencement de toute fraternité. Viennent gouailles et sépulcrales les prochains reboisements d'espoir. Nous prêterons serment sur les pentagrammes de la vie. Le destin ouvrira les frontières entre l'homme et son avenir. Mais toujours recommencer le sacerdoce du soleil en son irascible détermination.
léviter les orages jusqu'au recoin de la ferveur des peuples, refleurir les rêves qui périssent dans les discours et refaire de notre marche la plus précieuse version du soleil. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut raccompagner l'auteur, s'il vous plaît, qui nous a régalé? Applaudir encore.